Les 18 victimes types de la séduction. N'importe qui dans votre entourage est une proie potentielle de vos entreprises de séduction. Mais encore faut-il que vous sachiez à quel type de victime vous avez affaire. Les victimes se définissent d'après ce dont leur vie les a privées. Aventure, considération, romanesque, expérience polissonne, stimulation mentale ou physique, etc. Une fois le type identifié, vous possédez les éléments nécessaires. C'est vous qui donnerez à votre proie ce dont elle manque et qu'elle ne peut se procurer seule. En étudiant vos victimes potentielles, apprenez à discerner la réalité derrière la façade. Un timide peut rêver de devenir une star. Une sainte nitouche peut mourir d'envie de jeter son auréole aux orties. Un seul conseil cependant, n'essayez jamais de séduire votre propre type. Théorie de la victime. Nul, en ce bas monde, ne se sent complet. Chacun perçoit les limites de sa propre personnalité et reçoit un besoin ou un manque auquel il ne peut remédier lui-même. Quand on tombe amoureux, c'est souvent de quelqu'un qui semble combler ce vide. Ce processus est en général inconscient et dépend de la chance. Nous attendons que l'élu croise notre chemin. Et lorsque nous en tombons amoureux, nous espérons qu'il ou elle nous aimera en retour. Mais le séducteur, lui, ne laisse rien au hasard. Observez ceux qui vous entourent. Oubliez leur façade mondaine, leurs traits de caractère manifestes. Creusez. Focalisez-vous sur leurs lacunes, sur les pièces manquantes de leur psychisme. Là se trouve la matière première de toute séduction. Notez avec soin leur tenue, leur gestuelle, les commentaires qui leur échappent, le décor de leur logis, les expressions de leur regard. Faites-les parler de leur passé, en particulier de leurs précédentes liaisons amoureuses. Petit à petit, réunissez les pièces du puzzle et vous verrez lesquelles sont absentes. Sachez-le, les gens envoient en permanence des signaux indiquant leurs carences. Ils aspirent à être complets, ou tout au moins à en avoir l'illusion. Si cela doit leur venir par le biais d'une autre personne, celle-ci aura un immense pouvoir sur eux. On a beau les qualifier de victimes de la séduction, ce sont presque toujours des victimes consentantes. Le présent chapitre définit 18 types de victimes. Chacune souffre d'une carence spécifique. Votre proie sera peut-être un hybride de plusieurs types, mais ces manques auront probablement un élément commun. Elle vous apparaîtra, mettons, comme une combinaison de sainte nitouche et d'étoiles déchues. Le point commun des deux sera le refoulement, et donc le désir de s'encanailler, accompagné de la crainte d'en être incapable ou de manquer d'audace. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Consciemment et inconsciemment à la fois, chacun porte un masque destiné à cacher ses faiblesses et ses manques. Vous croirez par exemple avoir affaire à un dur, quand c'est un grand sentimental qui dissimule son côté fleur bleue. Si vous analysez mal les vraies émotions cachées sous sa carapace et ciblez mal votre action, vous n'aurez aucune chance de le séduire. Surtout, bannissez la fâcheuse habitude de croire que les autres souffrent des mêmes manques que vous. Vous aspirez au confort et à la sécurité? Soit, mais prodiguez-les à une personne qui y est réfractaire et vous la ferez fuir à coup sûr. Ne tentez jamais de séduire quelqu'un du même type que vous. Ce serait réunir deux puzzles auxquels il manque les mêmes pièces. Les 18 profils types. Le libertin repenti et la sirène sur le retour. Les personnes de ce type ont été de grands séducteurs qui obtenaient tout ce qu'ils voulaient du sexe opposé. Puis est venu le jour où ils ont dû renoncer. Ils se sont fait passer la corde au cou, ils ont trop fait scandale, ou ils ont tout bonnement vieilli et décidé de se ranger. Quelle que soit la raison, vous pouvez être sûr qu'ils en ont gardé de la rancœur et une impression de perte, comme s'ils avaient été amputés d'un membre. On essaie toujours de revivre les plaisirs du passé,
Et c'est particulièrement vrai du libertin repenti et de la sirène sur le retour, qui trouvaient dans la séduction des plaisirs intenses. Ceux-là sont mûrs pour la récolte. Il suffit que, croisant leur route, vous leur donniez l'occasion d'une échappée vers le bon vieux temps. Cet appel à leur jeunesse sera irrésistible. Leur sang ne fera qu'un tour. Avec ces deux types, il faut donner l'illusion que ce sont eux les séducteurs. Éveillez l'attention du libertin repenti comme par inadvertance, puis laissez-le se consumer de désir. Quant à la sirène sur le retour, faites-lui croire qu'elle possède encore des attraits irrésistibles et que vous allez tout quitter pour la suivre. Ne l'oubliez pas. Ce que vous leur offrez, ce n'est pas un collage de plus, une prison de plus, mais une occasion d'échapper à leur enfermement et de s'amuser un peu. Peu importe qu'ils soient déjà pris, un engagement ailleurs est souvent un alibi parfait. Si ce que vous souhaitez est d'avoir avec eux une relation stable, dissimulez vos intentions du mieux que vous pourrez et sachez que vous n'y parviendrez pas forcément. Le libertin et la sirène sont volages par nature. Leur offrir une seconde jeunesse vous donne du pouvoir sur eux, mais ils sont ce qu'ils sont, et il faudra l'accepter. L'idéaliste déçu. Dans l'enfance, il ou elle a sans doute été très seul. Pour se distraire, il a développé une grande imagination, alimentée par la lecture, le cinéma et autres formes de culture populaire. Avec l'âge, les idéalistes déçus ont de plus en plus de mal à concilier leur monde imaginaire avec la réalité, qui le plus souvent les déçoit, notamment sur le plan sentimental. Eux qui rêvaient de chevaliers et de princesses, de tournois et de fantastiques chevauchés, ils n'ont trouvé que des partenaires à la fragilité trop humaine et les mesquineries du quotidien. Au fil des ans, ils se sont peut-être résignés au compromis pour ne pas rester seuls, mais sous la surface, il y a chez eux de l'amertume et une faim inassouvie de romantisme et de grandeur. On les reconnaît aux livres qu'ils lisent et aux films qu'ils regardent. Ils dressent l'oreille au récit des aventures que certains arrivent à vivre. Leur tenue, leur mobilier, dénotent un goût du décor théâtral ou romanesque. Ils sont souvent piégés dans une liaison morose, et les remarques qui leur échappent, çà et là, trahissent leur profonde déception et leur tension intérieure. Ce sont des victimes de choix. Ils possèdent en général un grand potentiel de passion refoulée que vous pourrez libérer à votre profit. Ils sont aussi dotés de beaucoup d'imagination et s'empareront ardemment de la moindre suggestion de mystère ou de romantisme. Il vous suffira de cacher ce que vous avez de plus prosaïque et de leur offrir la réalisation d'une part de leurs rêves, vivre une aventure, se faire courtiser par une âme chevaleresque. Esquissez le scénario et ils imagineront le reste. Ne laissez à aucun prix la réalité ternir l'illusion que vous êtes en train de créer. Une ombre de mesquinerie et ils disparaîtront, plus amèrement déçus que jamais. L'enfant gâté. Celui-ci a été un prince choyé par tout le palais. Il était adoré par ses parents qui ont satisfait jusqu'à ses moindres désirs. Distractions constantes, montagnes de jouets, bref, tout ce qui pouvait faire sa joie pendant un jour ou deux. Alors que beaucoup d'enfants apprennent à jouer seuls, s'inventent des jeux et se trouvent des amis, les enfants gâtés ont été habitués à attendre des autres qu'ils les distraient. On les a rendus paresseux. Avec l'âge, une fois que leurs parents ont cessé d'être là pour les chouchouter, tout les ennuie. La solution qu'ils adoptent est de varier les plaisirs en changeant fréquemment de partenaire, de travail, de domicile. Ils n'ont pas de relations amoureuses stables parce que l'habitude et la routine y sont inévitables. Toutefois, leur recherche incessante de nouveautés les fatigue et leur coûte cher. Difficultés professionnelles, échecs sentimentaux à répétition, amis dispersés dans le monde entier.
Ne vous méprenez pas sur la nature de leur instabilité et de leur infidélité foncière. Ce que recherche l'enfant gâté, c'est une relation unique avec quelqu'un qui lui serve de substitut parental et le gâte autant qu'il le souhaite. Pour séduire un enfant gâté, soyez prêt à lui fournir beaucoup de distractions. Des lieux nouveaux à visiter, des expériences inouïes, de la couleur, du spectacle. Conservez une apparence de mystère. Surprenez-le sans cesse avec de nouvelles facettes de votre caractère. Le mot-clé est variété. Une fois l'enfant gâté pris à l'hameçon, cela deviendra plus facile, car il sera rapidement dépendant de vous et vous aurez de moins en moins de mal à vous donner. Ce type offre lui aussi des victimes de choix. À l'exception de ceux que leur enfance a rendus trop capricieux et paresseux, ils vous seront aussi fidèles qu'ils l'étaient jadis à papa et maman. Mais c'est sur vous que cela reposera. Si vous recherchez une relation durable, n'en dites rien. Si vous offrez une perspective de sécurité à un enfant gâté, il sera pris de panique et prendra ses jambes à son cou. Vous reconnaîtrez les enfants gâtés à leur passé tumultueux, multiples emplois, voyages, liaisons éphémères, et à leur allure aristocratique. Quelle que soit la classe sociale dont ils sont issus, elle leur vient du fait d'avoir été traités comme des petits rois. La Sainte Nitouche. La pruderie a encore cours, quoique en apparence à un moindre degré qu'autrefois. Néanmoins, la pruderie ne concerne pas seulement le sexe. Ce terme désigne en général une préoccupation excessive des apparences et des conventions sociales. Les Saintes Nitouches respectent scrupuleusement les limites de la correction, car plus que tout, elles craignent pour leur réputation. Vu sous cet angle, la pruderie d'aujourd'hui ne le cède en rien à la pruderie d'autrefois. Aujourd'hui, comme par le passé, la Sainte Nitouche se soucie à l'extrême du respect des normes. Bien et mal, justice, politiquement correct, bon goût, etc. En réalité, ce sont les plaisirs interdits, le fruit défendu, qui l'intrigue et l'excite. Comme cet attrait l'effraie, elle fuit à ses antipodes et affiche une façade irréprochable. Elle porte en général des couleurs ternes, ne se risque jamais à adopter prématurément une mode nouvelle, juge sévèrement ceux qui s'exposent ou égratigne la bienséance. Enfin, elle adore la routine, qui lui permet de tenir en échec son tumulte intérieur. La Sainte Nitouche est secrètement étouffée par sa propre pudibonderie et meurt d'envie de la transgresser. De même que les prudes sexuelles sont les victimes de choix du libertin et la sirène, la Sainte Nitouche se laissera volontiers conquérir par un personnage dangereux ou polisson. Si vous convoitez une Sainte Nitouche, ne vous laissez pas abuser par ses critiques, ni par le jugement qu'elle porte sur vous. Ils ne sont que la preuve de la fascination que vous exercez sur elle. Un des moyens de séduire une Sainte Nitouche est d'ailleurs d'offrir le flanc à ses critiques, et même de la laisser tenter de vous amender. Laissez-la causer, bien sûr. Mais vous tenez là l'occasion idéale de passer du temps avec elle, et une simple fréquentation régulière peut suffire à conquérir une Sainte Nitouche. Ce type fait une excellente victime, gratifiante à souhait. Car une fois libérée de son carcan, la Sainte Nitouche se révèle un volcan d'énergie, libérant un déluge de sensations qui risquent même de vous submerger. Il se peut qu'elle soit déjà en couple avec un partenaire aussi terne qu'elle, mais ne vous découragez pas pour autant. C'est une belle au bois dormant qui n'attend qu'un baiser pour se réveiller. L'étoile déchue. Nous voudrions tous briller, attirer l'attention. Mais chez la plupart, ce désir est fugitif et facile à faire taire. Le problème des étoiles déchues, c'est qu'à une époque de leur vie, elles ont effectivement été le point de mire. Pour leur beauté, leur charme, leur pétulance, leur performance sportive ou tout autre talent, et que cette époque est révolue. Elles paraissent s'y être résignées,
mais la mémoire de leur succès passé est tenace. Comme les m'as-tu vu ne sont généralement guère appréciés, ni en société, ni dans le milieu professionnel, les étoiles déchues apprennent à en rabattre, bien obligées, non sans en vouloir à leur environnement de leur refuser l'attention qu'elles croient légitimement méritée. On reconnaît les étoiles déchues à certains comportements qui leur échappent. Lorsqu'elles sont inopinément mises en vedette, elles se mettent littéralement à rayonner. Quand elles citent leurs exploits passés, c'est avec un pétillement dans le regard. Et pour peu qu'elles aient un peu bu, elles deviennent carrément effervescentes. Ce type est facile à séduire. Il suffit de lui consacrer une attention exclusive. Traitez-les comme des vedettes, des astres qui vous inondent de leur rayonnement. Faites-les parler, surtout d'elles-mêmes. Dans un contexte mondain, effacez-vous et jouez les faire valoir. D'une manière générale, adoptez le profil du charmeur. Ce que vous gagnerez à séduire une étoile déchue, c'est que vous réveillerez en elle des émotions intenses. Elle vous sera immensément reconnaissante de la faire briller. Plus elle se sera sentie étouffée et éteinte, plus passionné sera son soulagement d'être soudain libérée, et vous en récolterez tout le crédit. Elle tombera follement amoureuse de vous. Si votre profil est celui du dandy ou de la star, évitez ce type de victime. Tôt ou tard, votre naturel referait surface, et ce serait au prix d'une impitoyable concurrence entre vous. Le novice. Ce qui distingue le novice d'autres jeunes innocents, c'est qu'il est d'une curiosité fatale. Il n'a que très peu d'expérience du monde, voire aucune, et n'en a qu'une connaissance indirecte, par les journaux, le cinéma, les livres. Là, de son innocence, il meurt d'envie d'être initié à la vie. Tout le monde le voit comme un être gentil et candide, mais il sait qu'il n'en est rien. Pas question d'être aussi angélique qu'on le croit. Séduire un novice est un jeu d'enfant, mais le faire bien requiert un minimum de raffinement. Les novices sont attirés par les personnes d'expérience, notamment celles qui ont quelque chose de vicieux, de corrompu. N'exagérez pas ce trait cependant, vous risqueriez de leur faire peur. Le plus efficace avec un novice, c'est un moyen terme. Vous avez certainement des côtés enfantins et enjoués, mais vous possédez aussi votre face sombre, voire ténébreuse. Un cocktail qui fut le secret des succès de Lord Byron auprès de maintes jeunes innocentes. Votre initiation du novice ne se limite pas au sexe, il s'étend à un domaine plus large. Les ouvrir à des idées nouvelles, leur faire découvrir des lieux passionnants, des mondes nouveaux, au propre comme au figuré. Il ne faut pas que votre séduction soit laide ni louche. Tout doit être romantique, y compris le mal. Les jeunes gens ont leurs idéaux. Il faut les initier en ménageant l'esthétique. La séduction du langage fait merveille auprès des novices, de même que l'attention portée aux détails. Les spectacles pittoresques et exotiques font vibrer leur sensibilité. Ils se laissent aisément berner par ce genre de tactique, car ils n'ont pas assez d'expérience pour la percer à jour. Certains novices un peu plus âgés ont déjà été quelque peu frottés aux usages du monde. Ils s'efforcent cependant d'avoir l'air naïfs, car ils ont remarqué l'effet que produit l'innocence sur les personnes mûres. Ceux-là sont de faux novices, conscients du jeu qu'ils jouent, mais novices tout de même. Bien que moins faciles à duper que les vrais, ils donnent dans les mêmes pièges. C'est par un mélange d'innocence et de corruption que vous les fascinerez. Le conquérant. Ce type dispose d'un trop-plein d'énergie qu'il a du mal à gérer. Il est constamment en quête de gens à conquérir, d'obstacles à surmonter. On ne reconnaît pas toujours le conquérant à sa mine. Il peut même avoir l'air timide en milieu mondain et conserver une certaine réserve. Ne le jugez ni à son langage ni à sa tenue, mais à ses actes, aussi bien en milieu professionnel que dans le domaine sentimental. Il aime le pouvoir et il s'en empare par tous les moyens.
Le conquérant est un émotif dont les émotions éclatent par à-coups, quand il ne peut plus les contenir. En amour, le pire que vous puissiez faire avec lui est de vous comporter en mari couche-toi là. Certes, il profitera sans doute de votre faiblesse, mais il jettera sans ménagement l'écorce du citron après en avoir pressé le jus. Ce qu'il faut, c'est lui donner l'occasion de lâcher la bride à son agressivité, de surmonter l'obstacle avant d'entrer en terre conquise. Offrez-lui le plaisir d'une chasse mouvementée. Quelques caprices et sautes d'humeur, des gestes de coquetterie font souvent l'affaire. Ne vous laissez pas intimider par l'énergie et la combativité du conquérant, car ce sont justement les traits de caractère que vous pouvez tourner à votre avantage. Pour le dompter, faites-le charger, puis revenir à la charge, tel un taureau dans une corrida. Il finira épuisé par se coucher docilement à vos pieds, comme Napoléon qui devint l'esclave de Joséphine. Le conquérant est en général un homme, mais les versions féminines ne sont pas rares, telles Lou Andreas Salomé et Nathalie Barnet. Un conquérant au féminin succombe à la coquetterie, tout comme son équivalent masculin. Le fan d'exotisme. L'exotisme intrigue et attire la plupart d'entre nous. Ce qui distingue le fan d'exotisme, c'est le niveau extrême de son intérêt, qui semble gouverner tous ses choix dans la vie. En réalité, il souffre d'un vide intérieur et d'un grand dégoût de lui-même. Il n'aime ni ses origines, ni sa classe sociale, en général élevée, ni sa propre culture, pour la bonne raison qu'il ne s'aime pas du tout. Ce type s'identifie facilement. Il adore les voyages. Son intérieur est encombré de bibelots de tous les coins du monde. Il raffole de la musique ou de l'art de telle ou telle région lointaine. Il fait souvent preuve d'une forte tendance à la rébellion. La meilleure façon de le séduire est évidemment de vous donner une allure exotique. Peu importe si rien chez vous ne dénote une origine ethnique ou culturelle différente, vous pourrez toujours vous en fabriquer une. Jouer une comédie qui le distrait. Vos vêtements, vos sujets de conversation, les lieux où vous l'emmènerez marqueront votre différence. Exagérez un peu et il imaginera le reste, car ce type a tendance à se bercer d'illusions. Toutefois, les fans d'exotisme ne font pas de très bonnes victimes. Quel que soit votre pittoresque, ils ne tarderont pas à le trouver banal et à désirer autre chose. Il faudra vous donner du mal pour soutenir leur intérêt. En outre, leur profond manque de confiance en eux-mêmes vous portera sur les nerfs. Une des variantes du type, ce sont les hommes et femmes piégés dans une liaison abrutissante, un emploi minable, une bourgade assoupie. Ce sont les circonstances de leur vie, et non leur névrose personnelle qui les affame d'exotisme. Ceux-là font de meilleures victimes, car vous pouvez leur offrir une échappatoire temporaire à ce qui les étouffe. Tandis que rien ne permettra jamais à un fan d'exotisme qui se hait d'échapper à lui-même. L'héroïne de mélodrame. Certaines personnes ne supportent pas que leur vie soit un long fleuve tranquille. Il leur faut sans cesse du drame, de l'action. C'est leur façon de lutter contre l'ennui. La pire erreur que vous puissiez commettre en leur faisant la cour est de leur offrir la stabilité et la sécurité. Elles prendront illico la poudre d'escampette. L'héroïne et le héros de mélodrame, car ce type compte de nombreux hommes, aiment à jouer les victimes. Ils cherchent un motif pour se plaindre, ils veulent souffrir. La douleur est pour eux une jouissance. Il vous faudra être capable et désireux de leur infliger la torture morale à laquelle ils aspirent, car c'est la seule façon de les séduire vraiment. Si vous vous montrez trop tendre, ils trouveront un motif de querelle ou se débarrasseront de vous. On reconnaît une héroïne de mélodrame au nombre de ses tortionnaires, aux tragédies et aux traumatismes qu'elle a connus. Dans sa version extrême, ce type est d'un égoïsme indécrottable et totalement antiséducteur. Mais la plupart sont relativement bénins et font de bonnes victimes si vous supportez de vivre dans un climat de tragédie permanent.
Si pour quelque raison vous souhaitez une relation durable, vous devrez veiller à la nourrir à l'aide de spectaculaires conflits. Pour certains, ce peut être un défi exaltant et un moyen de renouveler constamment la relation. Pour la plupart, toutefois, leur liaison avec une héroïne de mélodrame ne sera guère qu'une passade, juste de quoi mettre un peu de piment dans leur vie. Le docte professeur. Ce type ne peut s'empêcher d'analyser et de critiquer tout ce qu'il rencontre. Son intellect hypertrophié tourne sans cesse en sur-régime. Même quand il parle d'amour et de sexualité, c'est à coup de concepts et de catégories. Ayant développé son esprit au détriment de son corps, il se sent facilement en infériorité physique et se rattrape en écrasant les autres par sa supériorité intellectuelle. Son discours est souvent ironique ou sarcastique. On ne saisit pas toujours ce qu'il veut dire, mais on sent son regard peser avec mépris du haut de sa chair. Il aimerait échapper à sa prison mentale, s'immerger dans des activités manuelles ou physiques qui ne nécessitent pas une once de réflexion, mais il ne saurait y parvenir seul. Les doctes professeurs nouent parfois des relations amoureuses avec d'autres personnes du même type, ou avec des gens qu'ils peuvent traiter en inférieur. Cependant, leur véritable désir est d'être sous le pouvoir d'un être possédant une forte présence animale, tel un libertin ou une sirène. Le docte professeur fait une excellente victime, car sous sa supériorité intellectuelle se cache un manque lancinant de confiance en lui. Donnez-lui l'illusion d'être un Don Juan ou une vampe, ne serait-ce qu'un instant, et il deviendra votre esclave. Beaucoup ont un côté masochiste qui se révèle lorsqu'on réveille leurs sens endormis. Vous lui offrez une échappatoire hors de l'intellectualité. Faites-la aussi complète que possible. Si vous êtes vous-même un intellectuel, cachez-le. Cela ne ferait qu'éveiller son émulation et à faire carburer ses neurones à plein régime. Laissez-lui l'illusion de sa supériorité mentale. Qu'il vous juge tout son content. Vous savez ce qu'il cherchera à cacher, que c'est vous qui êtes aux commandes en lui procurant ce que nul autre ne lui offre, une stimulation physique. La Vénus. Depuis sa prime enfance, la Vénus est un objet de contemplation. L'avidité du regard des autres est la source de son pouvoir, mais aussi son tourment. Avec l'âge qui vient, elle n'attirera plus autant l'attention et son pouvoir fera peau de chagrin. Elle le sait, et cela l'angoisse. Si elle est honnête avec elle-même, elle perçoit aussi que le fait d'être vénérée pour son seul physique est monotone et frustrant, et l'isole. Beaucoup d'hommes sont intimidés par la beauté de la Vénus et préfèrent l'admirer de loin. D'autres sont attirés, mais ce n'est pas dans le but de parler avec elle. La Vénus souffre de solitude. Du fait de ses multiples frustrations, la Vénus est relativement facile à séduire. Et si vous vous y prenez bien, non seulement vous remportez le gros lot, mais votre prise deviendra vite dépendante de ce que vous lui procurez. L'essentiel de la manœuvre séductrice consiste ici à mettre en valeur les atouts de la Vénus que personne n'apprécie. Son intelligence, souvent plus vive que l'on ne croit, ses talents, sa personnalité. Bien sûr, cela ne vous dispense pas d'être en adoration devant son corps. Ne la déstabilisez surtout pas dans le seul domaine où elle se sente sûre d'elle, son atout principal, mais adorez aussi son esprit et son âme. La stimulation intellectuelle fonctionne à merveille avec la Vénus, qu'elle distrait de ses doutes et de ses angoisses. Elle lui fait croire que vous attachez de la valeur à cet aspect de sa personnalité. Comme elle est constamment regardée, la Vénus tend à être passive. Mais cette passivité cache souvent une frustration. La Vénus aimerait bien se montrer plus active et se mettre elle-même en chasse. Un soupçon de coquetterie est une stratégie efficace. Affichez une légère froideur qui l'incitera à vous courir après.
Éduquez-la à devenir plus active et vous en ferez une excellente victime. Le seul inconvénient est que ces nombreuses insécurités intérieures exigent une attention et un réconfort continuels. Le grand bébé. Certaines personnes refusent de grandir. Peut-être est-ce par peur de la mort ou de la vieillesse. Peut-être gardent-elles un souvenir ineffaçable de leur bonheur d'enfant. Fuyant les responsabilités, elles cherchent partout le jeu et le divertissement. À 20 ans, cela ne manque pas de charme. À 30 ans, ce peut être intéressant. Mais une fois la quarantaine atteinte, cela devient lassant. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, un grand bébé ne recherche pas son semblable, même s'il pourrait, croit-on, bien s'amuser ensemble. Ce n'est pas d'un concurrent qu'il a besoin, mais d'un véritable adulte. Si vous voulez séduire un grand bébé, sachez que vous devrez assumer toutes les responsabilités. Curieuse façon de séduire, me direz-vous, pourtant dans ce cas particulier, c'est la bonne. Faites semblant d'aimer son côté puéril. C'est d'ailleurs encore mieux si vous n'avez pas besoin de faire semblant. Mais conduisez-vous en adulte indulgent. En étant le plus responsable des deux, vous donnerez au grand bébé tout loisir de continuer à s'amuser. Jouez à fond votre personnage de grande personne aimante. Ne le jugez pas, ne le critiquez pas, et il vous manifestera un fort attachement. Les grands bébés peuvent être distrayants un moment. Toutefois, comme tous les enfants, ils sont souvent très narcissiques, ce qui limite le plaisir que vous pourrez en tirer. Considérez le vôtre comme un divertissement de courte durée ou comme l'exutoire temporaire de votre désir d'enfant. Le sauveteur. Nous sommes souvent attirés par ceux qui semblent faibles et vulnérables. De fait, leur tristesse, leur mélancolie peut avoir quelque chose de très séduisant. Certains, néanmoins, poussent le bouchon beaucoup plus loin. Ils ne s'intéressent qu'aux gens à problème. Si cela paraît noble au premier abord, les sauveteurs ont en général des motivations complexes. Certes, ce sont des natures sensibles et ils souhaitent sincèrement se rendre utiles. Mais en même temps, résoudre les problèmes des autres leur confère un pouvoir qui fait leur délice. Ils se sentent supérieurs, tout-puissants. En outre, cela les distrait de leurs problèmes personnels. Vous reconnaîtrez les sauveteurs à leur capacité d'écoute, au talent qu'ils déploieront pour susciter vos confidences. Vous remarquerez aussi que leur vie sentimentale est émaillée de relations avec des gens peu équilibrés, peu autonomes. Le sauveteur fait une très bonne victime dans ses deux versions, masculine et féminine, surtout si vous appréciez la galanterie ou le maternage. Si vous êtes une femme, jouez les vierges éplorées et donnez-lui la chance d'être ce dont tant d'hommes rêvent, le preux chevalier qui vous sauve des griffes du dragon. Si vous êtes un homme, soyez le grand adolescent qui s'en sort mal dans un monde trop dur, et elle vous entourera de ses attentions maternelles avec la satisfaction supplémentaire de se sentir plus solide qu'un homme et d'avoir, croit-elle, le contrôle de la situation. Un air de mélancolie attirera indifféremment l'un ou l'autre sexe. Exagérez vos faiblesses, non par des mots ou par des gestes, mais en leur faisant percevoir que vous avez manqué d'amour, que vous avez vécu une série de catastrophes sentimentales, que la vie ne vous a pas gâté. Une fois que vous aurez capté l'intérêt de votre sauveteur, attiré par l'aubaine d'un sauvetage en perspective, vous pourrez attiser ces premières étincelles en alimentant le foyer avec de nouveaux besoins et de nouvelles vulnérabilités. Vous pouvez également solliciter un secours moral. Vous êtes un sale gosse, vous avez fait pas mal de bêtises, vous avez besoin d'une main aimante mais ferme. Votre sauveteur ressentira alors non seulement une supériorité morale, mais aussi le frisson de céder à une mauvaise fréquentation. Le roué. Celui-ci a beaucoup reçu de la vie et connu maints plaisirs. Une belle aisance matérielle lui donne, ou lui a jadis donné, les moyens de vivre en épicurien.
Au premier abord, les roués affichent une allure cynique et blasée, mais leurs airs affranchis cachent souvent un sentimentalisme sévèrement refoulé, non sans mal. Ils sont eux-mêmes des séducteurs consommés, mais il est un type qui les séduira avec une grande facilité, le jeune innocent. En vieillissant, ils continuent à rêver à leur jeunesse perdue. Ayant piétiné toute trace d'innocence en eux-mêmes, ils la convoitent chez les autres. Pour séduire un roué, mieux vaut être plutôt jeune et avoir conservé ne serait-ce que l'apparence de l'innocence. Ce n'est pas très difficile à imiter. Insistez sur votre manque d'expérience du monde, sur le regard candide que vous posez encore sur la vie. Il n'est pas mauvais non plus de résister mollement à ses avances. Le roué y trouvera du piquant. Vous pouvez même faire semblant de ne pas l'aimer, de ne pas lui faire confiance. Cela éperonnera son désir. En jouant la résistance, c'est vous qui contrôlez la progression. Et comme vous possédez la jeunesse qui lui manque, vous pouvez garder la haute main et le faire tomber follement amoureux. Il en est capable, car il étouffe depuis si longtemps ses tendances au romantisme que s'il se lâche, il peut perdre la tête. Néanmoins, ne vous abandonnez pas prématurément et ne baissez jamais votre garde. Ce profil est parfois dangereux. L'idolâtre. Tout le monde ressent un certain manque intérieur, mais personne autant que l'idolâtre. Chroniquement insatisfait de lui-même, il parcourt le monde en quête de quelque chose à adorer, d'une pierre philosophale qui comblerait le vide de son âme. Il s'intéresse souvent aux questions spirituelles ou à quelques grandes causes. En se focalisant sur un objectif élevé, il se distrait de sa propre vacuité, de son désamour pour lui-même. L'idolâtre est facilement reconnaissable. Il consacre toute son énergie à une cause ou à une religion. Souvent, au fil des ans, il remplace un culte par un autre. Le moyen de le séduire est simple. Vous devez devenir l'objet de son adoration, prendre la place de la cause ou de la foi religieuse auquel il se consacre. Faites d'abord semblant de partager son intérêt pour la spiritualité, voire même de vous convertir à son culte ou de vous engager en faveur de la cause qu'il défend. Puis, peu à peu, prenez-en la place. Face à l'idolâtre, dissimulez vos travers, ou tout au moins tâchez de leur donner un vernis de sainteté. Si vous êtes banal, il passera sans vous voir. Faites-lui miroiter les qualités auxquelles il aspire, et progressivement, il transférera son adoration sur vous. Restez toujours dans le sublime, que l'amour et le religieux ne fassent qu'un. Si vous entreprenez de séduire un idolâtre, gardez en tête deux choses. Primo, ce type est doté d'un esprit hyperactif, ce qui le conduit à beaucoup de méfiance. Il aurait souvent besoin d'une stimulation physique qui lui change les idées, alors donnez-lui-en. Une randonnée en montagne, une croisière, ou tout bonnement d'allègres galipettes. Mais il vous faudra déployer tous vos talents, car son esprit est constamment en éveil. Secondo, ce type souffre généralement d'un complexe d'infériorité. N'essayez pas de le contredire. Vos compliments se heurteraient à l'image qu'il a de lui-même et il vous percerait à jour. C'est à lui de vous vouer un culte, et non l'inverse. L'idolâtre est une victime parfaite à court terme, toutefois sachez que son incessante quête d'un nouvel objet de dévotion finira par l'éloigner de vous. Le sensoriel. La caractéristique de ce type n'est pas sa sensualité, mais l'hyperactivité de ses sens. Parfois, cela se voit à sa tenue. Un sensoriel s'intéresse à la mode, aux couleurs, au style. Mais les signes en sont parfois plus subtils, car son hypersensibilité le rend souvent trop timide pour qu'il cherche à se faire remarquer. Vous l'identifierez à la vive conscience qu'il a de son environnement. Rester dans une pièce sans soleil lui est insupportable. Certaines couleurs le dépriment, certains parfums l'exaltent. Malheureusement pour lui, le sensoriel vit à une époque qui brime l'usage des sens.
à l'exception peut-être de la vue. Ce qui lui manque, ce sont des occasions de se servir de ce don et de pouvoir en jouir. Pour le séduire, appelez-en à ses sens. Emmenez-le dans des lieux magnifiques, soignez les détails, étourdissez-le par des spectacles splendides et, naturellement, employez de multiples appâts physiques. Le sensoriel, comme les animaux, répond aux couleurs et aux parfums. Jouez sur toute la gamme sensorielle et maintenez-le en état de réceptivité, ce qui l'affaiblira. Séduire un sensoriel est souvent un jeu d'enfant. La répétition ad nauseam de la même tactique suffit à le garder en haleine. Toutefois, il n'est pas interdit de varier légèrement la nature, sinon la qualité de ce que vous lui proposez. Ce fut la méthode de Cléopâtre pour conquérir Marc-Antoine, sensoriel invétéré. Ce type est une victime de choix, car il se montre relativement docile si on lui accorde ce qu'il veut. Le monarque. Les puissants ne sont pas nécessairement différents des autres, mais on leur réserve un traitement à part, et cela modèle leur personnalité. Leur entourage tend à se montrer obséquieux et flagorneur pour se faire bien voir et en tirer des avantages. Cela rend le monarque suspicieux et méfiant, voire un peu dur, mais ne vous méprenez pas sur ses apparences. Le monarque souffre d'une authentique solitude et aspire à être séduit, subjugué. Hélas, la plupart des gens sont trop intimidés pour s'y risquer, ou ils usent de tactiques cousues de fil blanc, le charme, la flatterie, qui ne leur attirent que du mépris. Pour séduire un monarque, mieux vaut se comporter comme son égal ou même son supérieur, car cela ne lui arrive jamais. Si vous êtes brusque avec lui, vous aurez l'air sincère et il sera touché. Cela signifiera que vous tenez suffisamment à lui pour être honnête et même prendre le risque de le mécontenter. Faites-lui de la peine suivie de marques de tendresse, et le monarque sera ému aux larmes. C'est l'un des types les plus difficiles à séduire. Non seulement parce qu'il est soupçonneux, mais parce que son esprit encombré de soucis et de responsabilités est moins disponible que d'autres à la séduction. Faites preuve de patience et d'astuce pour prendre peu à peu de la place dans ses pensées. En récompense de votre éventuel succès, vous acquerrez vous aussi un grand pouvoir, car sa solitude le conduira à dépendre de vous. Le transgenre. Nous possédons tous un côté masculin et un côté féminin, mais nous apprenons pour la plupart à développer celui qui est socialement acceptable et à réprimer l'autre. Pour les transgenres, la distinction entre les sexes est un fardeau. On les prend parfois pour des homosexuels refoulés, pourtant c'est un malentendu. Ils peuvent parfaitement être hétérosexuels, c'est seulement que chez eux, les aspects masculins et féminins sont fluctuants. Comme cela déconcerte les autres, le transgenre tente de réduire ces fluctuations, par exemple en optant pour l'un des deux extrêmes. En fait, il ou elle souhaiterait pouvoir changer de sexe à sa guise, exprimer toute l'étendue de son ambivalence. C'est un type très répandu tout en restant discret. Telle femme déborde d'énergie masculine, tel homme fait preuve d'une grande sensibilité esthétique. Ne vous attendez pas à des indices flagrants, car les transgenres vont souvent masquer. Cela les rend d'ailleurs vulnérables à une vigoureuse manœuvre de séduction. Le transgenre recherche un autre transgenre de sexe opposé. Montrez-lui qu'en votre présence, il peut exprimer sans crainte ce qu'il réprime. Si vous avez les mêmes propensions que lui, vous tenez là l'occasion unique de séduire votre homologue. Chacun réveillera les désirs refoulés de l'autre et sera soudain libre d'explorer toutes les combinaisons sans crainte d'être jugé. Mais si vous n'êtes pas vous-même un transgenre, laissez-le tranquille. Vous ne feriez que l'inhiber et accroître son mal-être.